Alors, lorsqu'on se balade à Istanbul, on n'en a pas fini de voir des choses parce qu'il se passe toujours quelque chose à Istanbul. Ici, on est dans le quartier entre la tour de Galata, qui est un petit peu plus bas, et Tunnel. Et c'est un lieu très très vivant, un peu bobo, branché, naturel. Les jus de fruits naturels, vous voyez, les grenades, mélange de grenades et de jus d'orange. Voilà, 4 liras, même pas, c'est même pas 1 euro. Hein. Et puis, tous les types de boutiques que vous pouvez trouver. Et beaucoup de musique ici, parce que c'est un quartier de musiciens et de magasins de musique. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que bien souvent, les magasins de musique ne sont pas tenus par des commerçants qui vendraient des instruments de musique, mais en fait tenus par des musiciens, par des vrais musiciens, qui jouent dans des orchestres, qui jouent à la télévision, qui font des disques, mais qui ont aussi des petites boutiques pour vendre eux-mêmes des instruments. Souvent, derrière la boutique, il y a un studio avec les dernières technologies et où enregistrent des vedettes du showbiz français, mais aussi international. Il y a pas mal de chanteurs français d'ailleurs qui enregistrent dans des studios à Istanbul parce qu'il y a d'excellents musiciens. D'ailleurs, pour faire de l'histoire, revenir un petit peu dans l'histoire, Enrico Macias, que vous connaissez bien en France, a fait son premier disque à Istanbul. Avant même de faire un disque en France, dans les années 60, Enrico Macias a fait un disque à Istanbul, voilà. Et puis, il y en a d'autres comme ça, qui ont fait à la fois des disques ici à Istanbul et en même temps ont chanté ici. Et n'oublions pas, par exemple, le fameux Mon Anneau d'Or, l'un des titres des années 60 de Johnny Hallyday, qui a été enregistré également en turc. Mais lui, il a enregistré à Paris, dans la maison Philippe, à l'époque où il était sous contrat. Voilà. Mais voilà, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan sont des gens qui ont fait des tournées à Istanbul grâce à un monsieur qui s'appelle Erkan Özerman et qui est toujours le monsieur show business de Turquie, francophone et originaire du lycée de Galatasaray, le célèbre lycée francophone d'Istanbul. Voilà, moi je continue à descendre la petite rue qui mène de Tunnel à Galatasaray avec beaucoup de boutiques de souvenirs, ce qui est assez nouveau parce qu'auparavant c'était plutôt des petits cafés et des magasins de musique. Et puis le quartier est tellement charmant, tellement typique, tellement agréable que bien entendu les marchands de souvenirs se sont aussi installés dans la rue. Alors c'est un quartier bien sûr fréquenté par les touristes, mais très fréquenté par les Turcs. Et comme je disais, c'est un peu bobo, gaucho, artiste, un télo, écolo. Voilà, c'est un peu un quartier comme ça, très agréable. Voilà, là on est devant le Coffee Gouta. Il y a beaucoup de cafés à Istanbul, comme ça. Bien sûr, il y a le fameux Starbucks, comme partout dans le monde. Mais les Turcs ont créé leur propre marque et leur propre bar à café qui sont aussi excellents. Les Turcs ont quand même une vieille histoire avec le café. Le café turc, c'est pas n'importe quoi. Vous savez comment le café turc est arrivé, comment le café est arrivé en Europe. C'est lors du siège de Vienne par les troupes de Suleiman le Magnifique qu'un agent double turco-viennois, lorsque les troupes de Suleiman ont quitté le siège de Vienne, cet agent double a demandé au gouvernement viennois, autrichien, de récupérer les sacs de café
laissé là par les soldats, par l'armée de Süleyman le Magnifique. Il a donc récupéré le café et comme il avait vécu en Turquie, qu'il parlait le turc, qu'il connaissait déjà la culture du café turc, eh ben, il a repris, créé le premier café à Vienne et il a de cette façon-là développé le café. Et si vous prenez aujourd'hui votre café avec un croissant viennois, eh bien vous le devez aussi à Süleyman le Magnifique. C'est comme ça. Et voilà, nous sommes arrivés maintenant sur la place de Galata avec cette magnifique tour génoise. Avec un petit peu de contre-jour malheureusement. On va voir, on va essayer de vous la remontrer tout à l'heure. Donc là, on a aussi des tas de terrasses de café où les gens boivent, où les gens mangent. Et puis c'est pas des touristes, hein. La plupart des gens qui sont ici, ce sont des locaux, ce sont des Turcs. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent, ils mangent. Et ils mangent, ils boivent. Et voyez-vous, on est en plein Ramadan, hein. Alors, ceux qui nous disent « Oh, c'est le Ramadan, on ne va pas aller en Turquie à cette époque, on ne va pas aller à Istanbul à l'époque du Ramadan parce que ça va être tristouné, le jeûne filan, et bien tout ça, tous ces gens-là sont à côté de la plaque parce que le Ramadan à Istanbul, c'est l'une des périodes les plus sympas, les plus intéressantes de l'année parce que vous savez, le Ramadan, hein, surtout en Turquie, surtout à Istanbul, c'est à la fois Noël, jour de l'an à Paris, Noël, jour de l'an à Londres, à New York, à Broadway, à Rome. Voilà, c'est cette même période. Donc c'est une période où les gens sont heureux de vivre, où les gens sont encore plus gentils que d'habitude, où on fait des amis, des copains. Voilà. Et alors on va finir cette petite balade, hein, avec la tour de Galata que nous allons essayer de mieux vous montrer. Là voilà, la tour de Galata.